Meine Damen und Herren, merci beaucoup aux organisateurs de l'invitation. J'espère que vous pardonnerez le fait que je vous parle en français ce matin. Pour faciliter la compréhension de mon exposé, j'ai fait ce qu'on ne doit jamais faire, c'est-à-dire écrire quasiment tout ce qu'on va dire sur le PowerPoint. Donc j'espère que vous me pardonnerez l'illisibilité du PowerPoint, mais l'objectif est de vous donner autant de ce que je vais dire par écrit que par oral, parce que quelquefois on préfère lire qu'écouter. Donc je vais vous parler ce matin de la souveraineté en et de droit international, petit exercice de démystification. Alors, avant de repenser la souveraineté, comme le propose ce cycle, je pense qu'il faut commencer par la pensée. Et la souveraineté, nous le savons, c'est un concept essentiellement contestable, c'est-à-dire un concept dont l'objet est une valeur contestée, contestable. En l'occurrence, nous l'avons entendu de Thomas Cotier, l'autorité et la puissance limitée. Et donc, étant un concept essentiellement contestable, le propre de la souveraineté, c'est de nous inviter constamment au débat, comme le samedi matin à Berne. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin, en identifiant et en dissipant certains des mythes qui entourent la souveraineté, et notamment les mythes qui entourent ses rapports au droit international. Le contexte, nous l'avons entendu de Thomas Cotier notamment, rend cet exercice de démystification d'autant plus important que la souveraineté est désormais critiquée de deux côtés. Elle est critiquée en tant que protection insuffisante contre les interventions et collaborations internationales, on l'a entendu ce matin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi critiquée en même temps comme étant un frein beaucoup trop important à ces interventions et collaborations. Et donc elle est critiquée à la fois par ceux qui trouvent qu'il y a trop de droit international, trop d'organisations internationales, et par ceux qui en voudraient beaucoup plus, qui voudraient beaucoup plus de droit international et beaucoup plus d'organisations internationales. Et on voit bien ça dans les débats sur les droits de l'homme, où les droits de l'homme internationaux, la Cour européenne des droits de l'homme, les comités onusiens, sont critiqués comme intervenant trop dans la sphère de souveraineté suisse, mais sont aussi critiqués par les défenseurs des droits de l'homme, comme la souveraineté est critiquée par les défenseurs des droits de l'homme comme étant un obstacle au respect de ces droits. Et on peut dire la même chose pour le droit international de la santé et l'OMS, qui est critiqué tant par ceux qui défendent davantage de souveraineté que par ceux qui en voudraient moins. Et on peut renouveler cet exemple dans le domaine de l'environnement. Alors le fait qu'aujourd'hui, cette conception de la souveraineté, qui est partagée par les deux camps opposés, invalide, je pense, toute invocation de la souveraineté en faveur d'un droit international fort, un droit international qui puisse garantir et protéger cette souveraineté, et un droit international qui puisse développer des institutions internationales robustes qui permettraient un exercice responsable et solidaire de la souveraineté. En somme, ce qui doit nous inquiéter, c'est que la souveraineté est devenue l'anti-droit international et que le droit international est devenu, dans ce débat, l'anti-souveraineté. Alors pour comprendre ce renversement, parce que c'en est un, eh bien, il nous faut revenir aux fondamentaux de la souveraineté en et de droit international. Alors comme exemple de ce renversement de la souveraineté, j'aimerais vous montrer ici brièvement l'article 54A qui est prévu dans cette nouvelle initiative pour la souveraineté de 2023. Vous voyez comment cet article s'appelle, ce nouvel article 54A, Verhältnis von Völkerrecht und nationaler Souveränität. Donc vous voyez un exemple de ce que je viens de vous dire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est partagé des deux côtés de l'échiquier. C'est aussi une conception de la souveraineté qui est partagée par ceux qui sont en faveur du droit international et donc qui s'opposent à la souveraineté. Alors, pour l'exposé de ce matin, je vous propose de procéder en 3 pas. D'abord, je vais essayer de définir de manière aussi consensuelle que possible la souveraineté en droit international. Ensuite, je vais vous montrer qu'elle ne peut être fondée que de droit international. Et donc, elle ne peut pas exister hors du droit international. Et ça, je pense que c'est la chose fondamentale à comprendre. Et enfin, je procéderai à une démystification de la souveraineté en et de droit international. Alors je commence avec
la définition. Qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui par la souveraineté en droit international? On comprend la souveraineté comme une autorité suprême d'un État sur les personnes qui se trouvent sur son territoire. Qu'est-ce que c'est que l'autorité suprême? Eh bien, un ensemble de droits, de libertés, de compétences et d'immunités. En somme, ce qu'on appelle quelquefois dans la Charte des Nations Unies le domaine réservé de chaque État et son corollaire, la non-ingérence ou la non-intervention. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la souveraineté en tant qu'autorité suprême, c'est bien plus qu'un simple pouvoir, c'est bien plus qu'une simple puissance, et c'est bien plus qu'une pure indépendance. C'est en fait un concept qui est issu de la conception juridico-théologique de l'autorité en tant que puissance limitée du XIIe siècle, Thomas Cottier l'a rappelé tout à l'heure, et donc c'est quelque chose qui s'est développé dès le XIIe comme quelque chose de très différent de la simple potestas ou de l'imperium du droit romain, donc quelque chose de très différent de la puissance ou du pouvoir. Mais ce qui s'est passé dès le XVIe siècle, c'est que le tandem auctoritas, donc autorité de l'Église, et puissance potestas de l'Empire, s'est fusionné dans la souveraineté de l'État. Thomas l'a rappelé tout à l'heure. Et cette fusion dans la souveraineté de l'État seul a amené une confusion progressive entre autorité et puissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très souvent, depuis cette période-là, on réduit la souveraineté à la simple puissance de l'État. Et on oublie que la souveraineté, c'est une puissance limitée, c'est en fait une autorité. Donc une autorité suprême de quoi? D'un État sur les personnes qui se trouvent sur son territoire. Pourquoi est-ce que c'est associé depuis le début à l'État? Parce que ça se développe en parallèle de ces autres concepts politiques modernes, comme l'État, le territoire et la nationalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu le synonyme, par absorption, de la plénitude de compétences ou de juridiction de l'État. Donc voilà, je pense, comment on peut mieux comprendre aujourd'hui la souveraineté en droit international. Alors, ce qui est très important, et ce sera mon deuxième point, c'est que cette souveraineté, quand on l'a comprise, eh bien, il faut aussi comprendre tout de suite qu'elle n'existe pas en dehors du droit international. Ce n'est pas seulement un objet du droit international, en fait, c'est quelque chose qui est du droit international. C'est un principe de droit, tout d'abord. Il n'y a pas de souveraineté sans droit. On le voit très bien si on lit, par exemple, cet article de la Convention de Montevideo, où on voit, ici écrit noir sur blanc, le principe d'immédiateté des États et en fait le principe d'immédiateté de leurs droits souverains. Les droits de l'État, en fait, sont immanents au droit international. Ou bien si vous lisez l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, vous verrez que quand on parle du domaine réservé, donc du domaine qui relève de la compétence de l'État, on voit que ce domaine est défini par le droit international. Et donc, sans droit international, pas de souveraineté, et pas de souveraineté sans ce droit international. Ce que cela implique, et c'est la première conséquence de la souveraineté de droit, c'est que la souveraineté est une autorité autolimitée de manière inhérente. Elle est constituée par le droit international sans qu'il soit possible ensuite de considérer ce droit comme une limite extérieure à cette autorité. Cette autorité n'existe que par le droit. Et donc le droit ne peut pas être une limite à cette autorité. Deuxième conséquence très importante, ce principe est un principe de droit international. Pourquoi? Parce que si l'on remonte au XVIe siècle, et justement à ce que Thomas Cottier nous disait tout à l'heure, on voit bien que l'État souverain n'existe pas tout seul. Il existe tout de suite juridiquement avec d'autres États. Et donc il n'y a pas d'État souverain au singulier sans État souverain au pluriel. Et donc il n'y a pas d'État souverain au singulier sans un droit du pluriel, sans un droit qui puisse précisément organiser les relations d'égalité entre les États souverains. Et enfin, ce principe est un principe de droit international qu'on appelle coutumier. C'est-à-dire c'est un principe qui ne va pas dépendre de la volonté des États, des traités, des conventions qu'ils vont conclure. C'est un principe qui va dériver de leur pratique d'État. Et en fait, c'est un principe
et vous voyez une confirmation de cela ici dans un rapport du Conseil fédéral de 2011, c'est un principe qui appartient au droit international coutumier impératif, zwingendes. Donc c'est quelque chose qu'on appelle quelquefois en latin le jus cogens, qui ne peut pas faire l'objet d'une dérogation. La souveraineté en soi est indérogeable, même par acte souverain. Comme on ne peut pas renoncer à ses droits de l'homme individuel, eh bien l'État non plus ne peut pas renoncer à son égalité souveraine. C'est un dogme, un axiome, un fondement du droit international. Et j'en veux pour preuve que lorsque les Nations Unies ont promulgué la Charte des Nations Unies en 1945, regardez le langage qui est utilisé. Les peuples des Nations Unies proclament leur foi dans l'égalité des droits des nations. C'est très fort comme langage, hein. On renouvelle une proclamation de foi. Donc c'est vraiment quelque chose qui relève du fondamental de l'ordre international. Donc maintenant que j'ai défini la souveraineté en droit international, que j'ai établi pour vous qu'elle est fondée en droit international et donc qu'elle n'existe que de droit international, il me faut démystifier cette souveraineté en et de droit international. Alors en dépit de tout ce qui vient d'être dit de la souveraineté en et de droit international, la souveraineté externe des États est encore réputée, et Thomas nous l'a dit tout à l'heure, absolue, exclusive et illimitée. Thomas a surtout parlé de l'absolu, mais en fait, ces trois caractéristiques viennent tout le temps ensemble. La souveraineté est dite absolue, exclusive et illimitée. C'est un vrai mythe. Donc je vous disais à l'instant que même si la souveraineté est définie comme je l'ai fait tout à l'heure, et même si elle est fondée en droit international comme j'en ai fait l'argument, elle demeure décrite comme étant absolue, exclusive et illimitée. Et en fait, l'origine de ce mythe, en fait, le fait qu'il ait la vie si dure, remonte à la conception anthropomorphique de la souveraineté-puissance du XVIe siècle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a oublié la dimension d'autorité de la souveraineté et on l'a réduite à la puissance. Et puis surtout, on a assimilé, ou par le biais d'une analogie, on a développé cette conception anthropomorphique de la souveraineté-puissance, ce qui a très facilement amené à considérer la puissance et la souveraineté comme absolue, exclusive et illimitée. Ce qu'on oublie cependant, et c'est très important de le comprendre, c'est que la souveraineté, ou cette conception absolue, exclusive et illimitée de la souveraineté, est une conception normative. Ce n'est pas une conception conceptuelle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement observer ou stipuler, c'est quelque chose qu'il faut argumenter dans un sens ou dans un autre. Et j'en veux pour preuve, et Thomas l'a rappelé tout à l'heure, qu'au sein des États, donc en matière de souveraineté interne, ça fait longtemps que nous avons compris que la souveraineté est relative, multiple et limitée. Les États aujourd'hui, notamment le nôtre, sont démocratiques, donc souveraineté relative, fédéraux, donc souveraineté multiple, partagée, et constitutionnelle, et donc souveraineté limitée. Mais ce qui est curieux, c'est que ce débat sur la souveraineté interne n'a pas encore été suffisamment exporté à la souveraineté externe, et c'est ce hiatus que j'aimerais maintenant écarter. Pour cela, il faut dissiper 5 mythes de la souveraineté externe. La souveraineté interne externalisée, donc selon cette conception, la souveraineté serait d'abord interne, donc l'État commencerait par définir et poser sa souveraineté, et puis ensuite il l'externaliserait, il la développerait à l'extérieur. La souveraineté serait absolue, donc elle existerait pour chaque État en lui-même, sans égard aux autres. La souveraineté serait exclusive, et donc il ne la partagerait jamais avec personne. La souveraineté serait illimitée, elle ne connaîtrait jamais de limites. Et enfin, la souveraineté serait solitaire, chacun pour soi, sur la mer, sur le plan international. Alors pour démystifier cette conception, je vous propose de procéder sur 2 plans.
D'abord, le plus important, une démystification normative, puisque ça n'est pas une question de fait, c'est bien une question de droit. Et je vais vous montrer pourquoi c'est un mythe sur le plan du droit. Et ensuite, une démystification historique. J'irai assez vite là-dessus, parce que nous avons ensuite deux historiens pour nous parler de cette question. Alors, je commence avec la démystification normative. 5 mythes, je l'ai dit, qu'il est nécessaire d'écarter, de dissiper. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'État souverain au singulier en droit international sans une pluralité d'États en premier lieu. On a passé de l'Empire à une pluralité d'États souverains, et donc l'État souverain n'existe pas sans droit international, et par conséquent, la souveraineté n'est jamais d'abord interne, puis ensuite inside out, externalisée sur le monde, elle est tout de suite toujours interne et externe à la fois. Deuxième mythe à dissiper, la souveraineté externe absolue. La souveraineté externe n'est jamais absolue aujourd'hui, elle est toujours relative, dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, et la Charte des Nations Unies le rappelle, l'Organisation des Nations Unies n'est pas fondée que sur la souveraineté, elle est fondée sur le principe de l'égalité souveraine. Et donc tout de suite, l'État souverain existe uniquement avec ses frères et sœurs d'autres États souverains, et par conséquent, cette souveraineté est toujours relative. Troisième mythe à dissiper, la souveraineté externe exclusive. La souveraineté externe, aujourd'hui, ne peut plus être comprise comme exclusive. Si elle ne l'a jamais été, elle doit être comprise comme multiple. Pourquoi ? Si vous lisez la Charte des Nations Unies, vous comprendrez très vite que la souveraineté des États repose en fait sur l'autodétermination des peuples. C'est ce qu'on a consacré en 1945. Pas de souveraineté de l'État sans autodétermination du peuple dont l'État est l'institution. Et puisque la souveraineté des États est l'expression institutionnelle de l'autodétermination des peuples que ces États instituent, eh bien on comprend très vite que l'État n'est pas la seule institution des peuples dans l'ordre international de 1945. Les peuples autochtones ont une souveraineté sans État, les régions, les villes et même les organisations internationales. J'en veux pour preuve, par exemple ici, le projet de règlement de l'Union européenne 2023 contre la coercition économique exercée par des pays tiers, où vous voyez en gras au milieu du texte, ici, qu'on vous parle sans scier de la souveraineté de l'Union ou d'un État membre. Et donc il est clair aujourd'hui dans le langage juridique de l'Union européenne que l'Union est aussi souveraine dans la mesure où c'est une institution des peuples européens institués dans l'Union européenne. Quatrième mythe à dissiper, la souveraineté externe n'est pas du tout limitée en droit international, elle est aujourd'hui fondamentalement limitée. L'État en tant que pouvoir constituant et constitué, instituant et institué, nous prouve bien que l'autonomie, l'autodétermination n'existe pas sans auto-limitation. La souveraineté est co-instituée, co-constituée par le droit constitutionnel national, mais aussi par le droit constitutionnel international, par exemple le droit international de la démocratie ou le droit international des droits de l'homme. Et enfin, le mythe d'une souveraineté externe solitaire, où chaque État serait solo sur le plan international, doit aussi céder le pas à une souveraineté externe qui ne peut être en droit international que solidaire. C'est aujourd'hui, pour chaque souverain, une responsabilité diligente de ne pas nuire aux États tiers qui a été posée. J'en veux pour preuve ici un extrait d'une sentence arbitrale rendue par un juge suisse, le juge Max Huber en 1928, où il s'exprime très clairement en disant « Le droit du souverain a pour corollaire un devoir, l'obligation de protéger les autres États et la population de ces autres États. » Donc vous voyez bien qu'il n'y a point de souveraineté solitaire, mais la souveraineté est toujours solidaire, c'est un ensemble de droits, mais aussi de responsabilités solidaires pour le droit international. Démystification historique, j'irai un peu plus vite ici parce que nous avons deux historiens distingués.
mais j'aimerais simplement dire qu'on peut aussi faire l'argument que je vous ai présenté en démystifiant la conception de la souveraineté absolue, exclusive et limitée des États d'un point de vue historique. On le sait, et Thomas l'a rappelé tout à l'heure, la conception de la souveraineté externe de la Suisse contemporaine s'est développée de manière contemporaine au traité de Westphalie et d'Utrecht au XVIIe siècle, et pourtant s'est développée à l'opposé du mythe westphalien de la souveraineté externe absolue et exclusive. La souveraineté de la République helvétique s'est développée comme une souveraineté externe-interne, donc pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais tout de suite, à la fois de manière externe et interne, dans un positionnement égalitaire international. La souveraineté fédérale s'est développée de manière multiple, y compris sur le plan international, avec une représentation diplomatique des cantons, et la souveraineté républicaine de la Suisse s'est développée de manière limitée, tout de suite, en se définissant par le droit international. Et puisque j'enseigne en France et en Suisse, je ne pouvais pas résister à vous montrer cette tapisserie, où vous avez à gauche les cantons suisses. Ils sont à plusieurs, ils représentent la Suisse, cette république helvétique en train de se faire, et puis à droite, vous avez le roi, donc tout seul, qui représente la France. Les Suisses s'étant présentés à plusieurs, ils ont commis, aux yeux du roi de France, un impair diplomatique, le roi de France qui a bien dû renouveler l'alliance avec eux, mais qui, pour bien leur montrer qu'il n'était pas très content de cette multiplicité institutionnelle de la souveraineté, leur a fait enlever leur chapeau. Et donc vous voyez qu'ils comparaissent tête nue devant un roi chapeauté. Donc cette conception républicaine historique de la souveraineté externe de la Suisse, elle est bien à l'opposé, on le comprend, de cette souveraineté externe néo-hobbesienne qui est à l'œuvre dans les initiatives populaires récentes, dont l'initiative populaire dont je vous ai parlé en ouverture, cette fameuse initiative pour la souveraineté. Elle s'oppose cette conception historique de la souveraineté externe de la Suisse, en tant que souveraineté relative, multiple et limitée, s'oppose à l'opposition mythologique, totalement fabriquée, faussement nostalgique, qui est faite par l'initiative entre souveraineté interne et externe, et entre autodétermination constitutionnelle et droit international. Alors en conclusion, je pense que vous aurez compris qu'il est important pour moi, pour Thomas, pour nous tous, de démystifier la souveraineté en et de droit international et de la revivifier. Il faut la revivifier en tant que souveraineté des peuples autodéterminés de la Charte des Nations Unies, et donc la revivifier dans sa dimension démocratique forte, en l'amenant plus loin qu'elle ne l'est maintenant, c'est-à-dire en l'amenant plus loin que la souveraineté des États, de ces peuples. La souveraineté externe de la Suisse aujourd'hui, c'est une souveraineté multiple. Une souveraineté tant des institutions publiques infranationales qui font la Suisse, les cantons, les régions, les villes, que des organisations internationales auxquelles la Suisse participe, ou non, ou pas encore, des organisations internationales régionales comme l'Union, ou universelles comme l'ONU, qui toutes réinstituent à de multiples reprises les mêmes peuples, ces peuples autodéterminés, plusieurs fois. Cette conception juridique et politique de la souveraineté que je vous ai proposée va nous permettre d'éviter de fausses oppositions à l'avenir. Elle va nous permettre d'arrêter d'opposer la souveraineté à sa garantie de droit international. Il y a, je vous l'ai dit, une co-constitution juridique, à la fois nationale et internationale, de la souveraineté interne et externe. Elle va nous permettre d'arrêter d'opposer la souveraineté aux limites de droit international des droits de l'homme et de la démocratie. Ce sont des auto-limites inhérentes à la souveraineté en tant qu'autorité. Elle va nous permettre d'arrêter d'opposer la souveraineté aux organisations internationales. Les organisations internationales peuvent et doivent surtout être organisées de manière à renforcer la souveraineté multiple des peuples, y compris en se démocratisant davantage. Enfin, la souveraineté ne doit plus être opposée à la coopération en droit international de la santé, en droit international de l'environnement. Elle ne peut être exercée que de manière responsable et solidaire. Nous le savons en droit interne ou pour les personnes privées, nous dérivons de notre égalité
des obligations de diligence envers notre prochain, eh bien c'est pareil pour les États. Ils dérivent de leurs compétences égales des obligations de diligence, je l'ai montré tout à l'heure, envers leurs prochains, c'est-à-dire envers les autres États et leur population. Et enfin, cette conception, je pense, pour autant qu'on prenne au sérieux le droit international, comme je vous ai invité à le faire ce matin, cette conception, je pense, a aussi une pertinence pour pouvoir contrer d'autres invocations abusives, parce que non juridiques et non politiques, du principe de souveraineté, qui s'invitent un petit peu partout aujourd'hui dans le débat actuel et qui le troublent. Pensez par exemple à la facilité avec laquelle nous parlons désormais de souveraineté privée, la souveraineté des entreprises ou de leurs dirigeants. Il y a là un retournement de l'analogie anthropomorphique d'origine entre la liberté privée et la souveraineté d'une institution publique. Mais le fait que nous soyons capables de parler de la souveraineté privée, ça montre que nous avons perdu le sens de ce qui est institutionnel, de public, fondamentalement dans la souveraineté. De même, nous parlons aussi, à mon avis, abusivement aujourd'hui de souveraineté stratégique. C'est très bien la souveraineté stratégique, mais c'est une simple indépendance en pratique. Ça n'a rien à voir avec l'autonomie d'une institution souveraine, c'est-à-dire sa compétence de se donner du droit. Et enfin, on parle aussi, à mon avis, trop légèrement de souveraineté économique. Ici, il n'est question que de puissance ou de contrainte économique par opposition à une autorité d'une institution souveraine, c'est-à-dire à une puissance limitée, qui est le propre, je l'ai dit tout à l'heure, d'une autorité souveraine, d'un souverain. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vous voyez que le PowerPoint a mangé le chapeau du roi de France. Donc c'est la réponse des cantons au roi de France, avec un peu de délai, mais comme vous le savez, dans ce débat, nous répétons beaucoup et nous continuerons à répéter. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.